De Gaulle et les communistes se disputent l'opinion. En Yougoslavie, les règlements de compte sont à la hauteur des crimes commis par les Oustachis ou les Tchétniks. En Allemagne, les populations ne savent trop si elles doivent ou non être solidaires des accusés de Nuremberg. Pour commenter les actualités françaises qui évoquent des crimes commis par les nazis, mais aussi documents qui évoquent ceux commis en Yougoslavie ou encore par les Japonais, nous sommes avec Peter Calvo-Corresi, qui était au procès de Nuremberg en tant que du service de renseignement britannique et qui était, d'une certaine façon, celui qui pouvait expliquer comment fonctionnait l'armée allemande pour pouvoir faire décider qui devrait ou non être accusé et de quoi. Autrement dit, c'était aussi un expert juridique et ce problème était grave puisqu'il s'agissait de savoir jusqu'où irait la responsabilité des responsables des crimes. Nous avons donc là un témoin vivant qui d'ailleurs a été présent lors des scènes qu'on va voir aux actualités françaises et à qui je demande tout de suite ce souvenir de Nuremberg auquel vous avez participé, qu'est-ce qui vous en reste, qu'est-ce qui vous a frappé le plus et qu'est-ce que vous en jugez aujourd'hui? La première des choses à dire à propos de ce procès est qu'il a constitué un événement. Il a été solennel. Il n'a pas été spectaculaire, en ce sens qu'il n'y a pas eu de grand battage. Il a été extrêmement digne et donc tranquille. Et c'est tout à son actif. Il fut aussi, bien sûr, le plus souvent, et il a duré quand même 10 mois, plutôt ennuyeux. C'est vrai, contrairement à une opinion courante de presque tous les procès, mais ce fut particulièrement vrai à Nuremberg en raison des problèmes de traduction. Quand il faut traduire dans 3 ou 4 langues, ça multiplie le temps par 3 ou 4. Il y avait donc des longs moments où on s'ennuyait ferme. Et où des gens comme moi, par exemple, ne restaient pas tout le temps dans la salle d'audience. On y allait pour une raison spéciale, ou parce que c'était à notre tour de parler, ou pour interroger un témoin. Mais l'impression générale, qui me reste après quelques 50 ans, est que c'était un procès digne et un procès juste, bien qu'on ait beaucoup glosé à ce propos. Et il y avait une galerie pour le public, dans laquelle il y avait des spectateurs, y compris des Allemands. Et on se demandait ce qu'ils pouvaient bien penser. En fait, vous savez vous-même déjà livré la moitié de la réponse à cette interrogation. On oublie aujourd'hui qu'en 1945, tout le monde en Europe, les Allemands et les autres étaient abasourdis. Personne ne savait vraiment quoi penser. Que ce soit du côté allemand, parce qu'ils étaient allemands, et que nous les avions vaincus, ou qu'ils soient contre ceux qui étaient dans le box, parce qu'ils étaient des nazis et qu'ils étaient cause de tout. Et surtout, ils avaient vécu dans l'habitude de penser qu'il était dangereux de penser tout court. Et une des grandes choses à propos de ce procès, rétrospectivement, est que l'un des services qu'il a rendus est de montrer et de mettre en lumière de façon incontestable un grand morceau d'histoire. De ce point de vue, il a fait bien plus que le procès de Tokyo, qui est resté très controversé. Eh bien, si vous voulez, maintenant, on va voir les actualités françaises, et notamment un moment où un témoin français, Madame Vaillant-Couturier, est appelée à la barre, vous vous en souvenez, et vous allez nous dire comment vous avez réagi à ce témoignage. À Nuremberg, la France accuse. Par la voix de M. de Menton, pour toutes les nations martyrs de l'Ouest européen, la France accuse. Monsieur le Président, Messieurs les juges, la conscience des peuples, hier, asservis et torturés dans leur âme et dans leur chair, vous demande de juger et de condamner
la plus monstrueuse entreprise de domination et de barbarie de tous les temps. L'écho de ces paroles touchera les juges. Touchera-t-il ceux-là sur leur banc? Une femme maintenant va parler, Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui rappellera les souvenirs d'Auschwitz. Il arrivait en général sur un transport de 1000 à 1500, il en entrait rarement plus de 250 et c'est tout à fait un maximum dans le camp. Le reste était directement dirigé au gaz. À cette sélection, également, on choisissait les femmes en bonne santé entre 20 et 30 ans qu'on envoyait au bloc des expériences. Pour rendre l'accueil plus agréable, à cette époque, c'est-à-dire en juin-juillet 1944, un orchestre composé de détenues, toutes jeunes et jolies, habillées de petites blouses blanches et de jupes bleu marine, jouait pendant la sélection, à l'arrivée des trains, des airs gais comme La Veuve Joyeuse, La Barcarolle des Comtes d'Hoffmann, etc. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises. À la barre maintenant, voici le docteur Jean Vett, sorti de Mauthausen et qui fut le témoin des horreurs que systématisa la science nazie. Voilà, telle est-elle. La population civile pouvait-elle connaître et connaissait-elle la condition des internés? Elle pouvait la connaître parce que à Mauthausen, il y avait une route qui était près de la carrière. On voyait tout ce qui s'y passait. En passant sur cette route, on pouvait tout voir. Et d'autre part, Mauthausen est situé sur une colline. Il y avait le crématoire qui jetait une flamme d'1 mètre. Si on voit toutes les nuits une flamme d'1 mètre sortir d'une cheminée, on est certainement curieux de savoir ce que c'est. Et personne ne pouvait ignorer que c'était la flamme du crématoire. Autre témoin, François Bois, un Espagnol rescapé lui aussi de Mauthausen. Demandez. Reconnaissez-vous parmi les accusés quelques-uns des visiteurs du camp de Mauthausen que vous avez vus lorsque vous y étiez interné? Speer penche la tête vers ses complices. Il ne réagit pas, tout se tait. On croyait sur ces bancs que les morts étaient bien morts. Mais les morts sont présents et ils parlent. Peter Cavo-Coressi, quand Marie-France Vaillant-Couturier a témoigné, vous étiez là, comme expert, dans le tribunal. Quelles sont vos impressions? Cela a été un des moments les plus marquants du procès, sans dramatisation mais très impressionnant. Et cela pour 2 raisons. La première, c'est qu'il s'agissait d'un témoin oculaire. Le procureur français, je ne me rappelle plus si c'était de Menton ou du Beauce, enfin peu importe, a dû présenter son dossier en s'appuyant sur des témoignages vivants et non sur des pièces écrites, comme beaucoup l'avaient fait avant lui. Des gens de chair et d'os qui avaient vu et souffert et qui ont raconté avec une évidente honnêteté ce qui s'était passé. Et c'était quelque chose de nouveau, de rafraîchissant et de très éclairant. Et deuxièmement, il n'y avait aucun doute sur le fait que ce qu'elle disait était vrai. Toutes ces horreurs, pas seulement les travaux forcés ou les assassinats, mais aussi les expériences médicales, qui étaient quelque chose de relativement nouveau. Les gens savaient à quoi s'en tenir sur Ravensbrück, mais on ignorait les expériences médicales, et cela faisait froid dans le dos, et cela a eu un impact tout à fait considérable.